Après avoir étudié le photon et l'électron dans les deux parties précédentes, nous allons voir dans cette troisième partie comment la physique des vortex, appliquée à un superfluide parfait remplissant le vide, apporte des explications simples aux caractéristiques des protons et des neutrons, caractéristiques que la science officielle a parfois beaucoup de mal à expliquer. Et là encore, je me suis appuyé sur une IA ChatGPT-5 en l'occurrence, pour voir les propriétés qui émergent naturellement à partir des hypothèses que je lui ai soumises. L'hypothèse de base est que le proton est un simple vortex toroïdal, avec un rayon de section maximal, égal à la moitié de son rayon externe, comme je l'ai déjà supposé dans la vidéo 89. La nouveauté par rapport à la précédente vidéo sur le proton, c'est que l'étude de l'électron nous a permis de comprendre le sens physique de la notion de spin, qui vaut 1,5 à la fois pour le proton et l'électron. Nous allons donc commencer par analyser ces hypothèses de base. Il faut imaginer le proton comme une mini-tornade, un vortex, de ce superfluide que les physiciens appelaient l'éther, avant son abandon au début du XXe siècle par Einstein. Et de la même façon qu'il faut créer une torsion d'un demi-tour à chaque spire quand on enroule au sol un câble électrique, ce vortex est vrillé d'un demi-tour, vers la droite ou vers la gauche. Et c'est ça qu'on appelle la charge, positive ou négative. Parler de droite et de gauche est très piégeux, car cela dépend du point d'où on regarde. Vu de dessus ou vu de dessous. Vu de dessus, on a alors quatre possibilités. Rotation vers la droite et torsion vers la droite. Rotation vers la droite et torsion vers la gauche. Rotation vers la gauche et torsion vers la droite. Rotation vers la gauche et torsion vers la gauche. En fait, les particules 1 et 3 sont identiques. De même, les particules 2 et 4. Donc, on n'a bien que deux types de particules uniquement. Les particules dites positives et les particules dites négatives. Nous allons désormais nous intéresser uniquement au cas positif, le proton. Le cas négatif est son antiparticule, l'antiproton. En mécanique quantique, le spin up plus 1,5 ou down moins 1,5 va juste représenter l'orientation de la particule. L'hypothèse fondatrice suivante est la valeur du coefficient adiabatique de l'éther, qu'on appelle gamma, et qui caractérise la compressibilité du vide. Un gaz parfait classique se situe avec un gamma compris entre 7/5 et 5/3, soit entre 1,4 et 1,67. Un gamma A3 signifie que le fluide est extrêmement difficile à comprimer, très rigide. Il faut ainsi une pression multipliée par 8 pour réduire son volume d'un coefficient 2. Un tel fluide est aussi extrêmement élastique, car il revient en place extrêmement rapidement, dès que la pression va baisser. Nikola Tesla l'affirmait dans ses conférences au début des années 1890. L'éther est élastique et rigide. Ensuite, je redonne à ChatGPT les éléments de ma démonstration de la vidéo 89, qui aboutissent à trouver la vitesse limite en périphérie du vortex, par équilibrage de la pression externe et de la pression dynamique. On en vient ensuite au calcul du rayon du proton, basé sur l'analyse du moment cinétique, qui est quantifié dans les superfluides. Et cela est équivalent au principe de quantification découvert par le physicien danois Niels Bohr. Ce moment cinétique L est égal à masse fois rayon fois vitesse, fois un coefficient alpha qui reste à déterminer. Dans la vidéo 89, la méthode de calcul était très approximative, et j'avais mis le sens de rotation du flux vertical plutôt qu'horizontal. Mais coup de chance, j'y arrivais au bon résultat pour alpha. Ici, la démonstration doit tenir compte des deux rotations combinées, la rotation principale et le vrillage. Je laisse donc le soin à ChatGPT de faire les deux calculs. Pour la première rotation, il trouve une contribution à alpha de 1/3. Et pour la seconde rotation, il trouve une contribution de moins 1/12, ce qui donne en finale un alpha de 1/4. De là, on peut en déduire la formule du rayon du proton.
formule qui avait été trouvée par Nassim Haramein dès 2013. Je l'informe alors que la valeur obtenue tombe quasiment au centre de la plage d'incertitude commune aux 6 dernières mesures expérimentales CODATA. Nous passons ensuite à l'analyse des moments magnétiques pour le proton et le neutron. Mais il faut avant tout définir ce qu'est un neutron. Je lui expose alors ma compréhension du neutron, à savoir un proton autour duquel s'est enroulé un électron, sous forme d'un vortex de même rayon que le proton. Voici sa réponse. Et nous pouvons passer à l'analyse des moments magnétiques. ChatGPT effectue d'abord le calcul du moment magnétique pour le proton et retrouve la valeur mesurée expérimentalement. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la physique moderne ne sait pas expliquer cette valeur. Nous passons alors au calcul du moment magnétique du neutron. Et là encore, ChatGPT retrouve la valeur mesurée expérimentalement. Cette valeur négative est un grand mystère pour la physique officielle. Et là, ChatGPT est vraiment bluffé par le résultat obtenu. Un autre critère vient ensuite encore enfoncer le clou. Il s'agit du facteur de forme magnétique. Là encore, succès total. Le coup de grâce intervient quand j'aborde le problème de l'antimatière, car la physique n'a pas d'explication pourquoi la matière domine sur l'antimatière. C'est ce qu'elle appelle une brisure de symétrie, la violation CP charge-parité. Là encore, ChatGPT arrive à une conclusion très forte. La violation CP n'est pas une propriété des particules, mais une propriété émergente du vide structuré. C'est exactement le type d'idée recherchée depuis des décennies. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vais revenir très bientôt pour parler d'électromagnétisme, de physique quantique, de gravitation ou encore de cosmologie. Et tu verras, tout va devenir limpide dès qu'on réintroduit l'éther en tant que superfluide parfait, la brique unificatrice de toute la physique chère à Nikola Tesla. À bientôt, bye bye.